Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Front-End Chronicles. Bonne année, bienvenue en 2025. Je suis Benjamin et je co-anime toujours ce podcast avec le magnifique, le grand, l'énormissime Denis. Comment vas-tu ? Toujours plus. Comment vas-tu, Benjamin ? De toute façon, si on prend juste le gabarit, on fait tous les deux plus d'1m90, donc voilà. Exactement, et pourquoi toujours plus ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de State of JS 2024. Et comme chaque année, on aime bien en parler. Pourquoi ? Parce que c'est toujours biaisé, puisqu'on va parler de statistiques, on va parler de représentation, de librairie front, mais pas que potentiellement. Et on a toujours notre avis assez tranché en tant que dev. On a quand même un métier qui fait qu'on passe par des phases d'école de pensée, de choix bien prédéfinis, et on s'améliore toujours de jour en jour pour pouvoir changer d'avis, ou pas, en fonction des personnes. State of JS, Denis, ça fait longtemps que toi tu le connais, tu le parcours Ouais, je le regarde de temps en temps. En fait, c'est un peu l'intérêt aussi de cet épisode de podcast, parce que bon, évidemment, on sera pas d'accord avec tout. Mais ouais, moi, ça fait un moment que je le regarde, mais pour le double emploi, c'est-à-dire d'un côté, moi, ça va bousculer des choses sur mon avis, ma perception, etc. Et à l'inverse aussi, j'essaye de voir qu'est-ce qui est décrit dedans, qu'est-ce qui ressort par rapport à moi, qu'est-ce que j'ai vécu. Et aussi peut-être avoir une pensée, pas forcément à contre-courant. Le but, c'est pas de se dire qu'on est meilleur ou autre, mais c'est plutôt, on sait que c'est des résultats qui sont influents, un peu comme les résultats aussi de Stack Overflow, etc. Comme tu le disais, alors on parlait biaisé, évidemment, tout est biaisé, mais on a une forte représentation des États-Unis notamment, et qui n'ont pas forcément les mêmes usages, les mêmes pratiques, les mêmes outils que nous, ils n'ont pas forcément les mêmes contextes que nous. Du coup, j'aime bien aussi regarder pour amener peut-être des fois une parole un peu plus rassurante, parce qu'on a aussi très vite, avec dans la même idée, on a les GitHub stars, etc. Si on n'est pas sur le truc hype du moment, on se sent un peu délaissé, un peu... Voilà, on est à côté de la plaque, on est à côté des trucs fun, quoi. Alors que c'est pas forcément vrai. Et du coup, voilà, j'aime bien cette idée de me bousculer sur mes convictions, et de l'autre côté, peut-être aussi apporter un discours qui n'est pas forcément celui qui est représenté dans les résultats. Voilà. Donc moi, ça fait un moment. Je crois que toi aussi, tu regardes pas mal State of JS. Oui, bien sûr. Et j'ai même regardé sur le site, là, on peut aussi acheter un t-shirt aujourd'hui, voilà, pour supporter ce sondage qui est fait tous les ans. Il y a cette année un t-shirt en vente au prix de $32 pour justement supporter le State of JS. Ouais, on aurait aimé notamment que le t-shirt, alors, sauf si je me trompe, qu'une partie des fonds soit par exemple redonnée à une association ou à une cause caritative, peu importe, parce que utiliser justement cette visibilité pour une cause plus noble, parce que bon, nous on fait joujou avec des ordinateurs, mais je pense qu'il y a des gens qui en ont peut-être aussi besoin. Et là, en tout cas, j'ai l'impression que c'est juste une manière de vendre des produits, c'est sympa, ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pub spécialement sur le site web, mais à voir quel type de fonds ils ont besoin. Je sais que par exemple, ils demandent de l'aide pour les traductions, ils sont toujours en demande de traduction. D'ailleurs, je peux voir qu'il n'y a pas le français, donc si Denis, tu souhaites aider à traduire State of JS en français, je pense que c'est possible. En tout cas, ouais, on a un état des traductions, et le français ne fait pas du tout partie. Il n'a même pas commencé, il est juste pas proposé du tout. On va attaquer les stats là. Donc bien sûr, en première place à 15%, c'est les États-Unis. Donc en dessous, on a l'Allemagne à 8%, la France à 7%, et ensuite, juste en dessous de nous, on va avoir l'Espagne et le Royaume-Uni. Alors ça représente quoi comme type de population ? Parce que là, on vous donne des pourcentages. 10 582 personnes exactement, avec 76% de personnes qui ont répondu. Très rapidement, je vais faire un crochet sur la taille de l'entreprise dans laquelle les personnes interrogées travaillent, puisque c'est potentiellement corrélé avec l'utilisation des frameworks que les personnes vont utiliser. Quelqu'un qui va être en freelance va potentiellement vouloir choisir React pour aller plus vite, parce qu'il bosse peut-être pas en équipe, ou que la société dans laquelle elle bosse, c'est une start-up, ça s'est déjà vu. Et les personnes qui travaillent dans des
plus grosses sociétés qui ont besoin d'avoir des logiciels de gestion un peu plus stable ou avoir une équipe beaucoup plus grosse, on va peut-être potentiellement retrouver des entreprises avec 100 à 1000 personnes. Et ça, on va le voir tout à l'heure quand on va parler justement des librairies, des frameworks. On va volontairement tailler dans le graphe parce que cette année, il y a une nouveauté, en fait, c'est qu'il y a un onglet Features, et en fait, ça va être des questions qui vont être posées sur le langage en tant que tel. Est-ce que vous utilisez telle ou telle feature qui est sortie l'année dernière ou il y a 5 ans? Et ça peut être intéressant, mais je pense assez ennuyé de vous en parler parce que derrière, c'est juste savoir si le langage est utilisé. En revanche, l'onglet Libraries avec quels sont par exemple les frameworks qui sont utilisés, et nous, ce qui va nous intéresser principalement aussi, c'est les frameworks front-end, c'est ce qu'on regarde à chaque fois, chaque année. Et cette année, Denis, est-ce que tu es étonné par ce que tu vois dans les frameworks? Non, et puis c'est même presque un peu triste. On avait eu du Vue.js qui avait démarré assez fort et qui avait une belle croissance et tout. Et là, maintenant, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de nouveauté et c'est un peu dommage. Moi, je trouve que ça met aussi en lumière le fait que il y a une partie, c'est de la maturité, c'est intéressant, mais il y a une autre partie aussi où ça ne vous fait plus vibrer, quoi. Il n'y a plus de magie, quoi. Là où en 2016-2017, c'était cool, quoi, parce c'était l'effervescence, justement. Alors, on pourrait aussi ne pas apprécier cette période pour cette raison-là. Mais il y avait de l'engouement, il y avait des choses à construire, il y avait des choses à découvrir. Et là, c'est peut-être un peu plus ennuyeux, presque. Donc toi, tu étais plus du côté... tu voyais plus ça d'un bon oeil quand il y avait plein de frameworks qui sortaient, plein de nouveautés, plein d'effervescence, en fait, plutôt qu'aujourd'hui, on est plus sur de la stabilité, voire... j'aime pas dire ça, mais c'est un peu figé, quand même. Ouais. Et puis surtout, sur les graphiques, il y a l'usage qui bouge absolument pas. Le fait d'être conscient qu'un framework existe et ce qu'il fait, là c'est pareil, ça bouge assez peu. Mais un truc que je trouve un peu dommageable, c'est une catégorie qu'ils appellent Interest, qui est la proportion entre j'ai un avis positif sur la technologie et j'en ai entendu parler. Et ça fait que baisser dans quasiment toutes les technos. Du React en 2016, c'était 75%, et aujourd'hui, c'est aux alentours de 30%, 33%, 34%. Donc c'est quand même une chute assez marquée. Angular, c'est pareil, on a commencé à 50%, et puis là, on est à 17% en 2024. C'est un peu triste. Je ne sais pas si c'est une conséquence que les gens sont de plus en plus conscients de tout l'écosystème, et donc du coup, c'est la base qui grossit et donc le ratio diminue en proportion, ou est-ce que c'est justement l'intérêt, c'est-à-dire que la base bouge assez peu, mais par contre l'intérêt des gens baisse? Et ça pourrait être assez curieux à regarder. Et alors j'ai pas forcément regardé dans le détail, mais je suis pas sûr qu'il y ait d'autres éléments dans State of JS qui permettent de le mettre en lumière plus facilement, quoi, cette hypothèse. Cette année, on peut mettre des commentaires en fait sur les résultats de ces sondages. Et comme on l'a vu, le triptyque de tête sont figés depuis déjà quelques années, donc tu le disais. Et là, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que le premier commentaire qu'on a, ça va être sur React. Et la personne, donc là, je traduis bien sûr le commentaire de la personne, comme quoi React, c'est le framework le plus surfait et le plus galvaudé. Et c'est la raison principale pour laquelle l'écosystème JS se porte si mal. Tout simplement stupide par défaut. Et il en a gros, voilà. Mais aussi, il faut savoir que React, je pense qu'on l'avait déjà dit dans le podcast où on traitait State of JS 2023 ou 2022, c'est qu'on a aussi un framework, un méta-framework qui est basé sur React, qui s'appelle Next.js, qui vient avec une artillerie lourde pour refaire plein de pages. Pas réinventer la roue, hein. Parler de React qui est d'abord une librairie de rendu, d'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, ça pousse aussi des comportements qui ne sont pas dits standards, que sont par exemple le JSX. Mais derrière, quand un outil est surutilisé et surreprésenté dans des projets, ça nous conforte dans certains comportements et dans certaines habitudes. Il n'y a plus ce cercle vertueux de la création. C'est pour ça que c'est figé aujourd'hui. C'est que je pense que les personnes sont peut-être bloquées aussi dans leur framework. Hein. Je pense que quelqu'un qui fait 10 ans de React aujourd'hui, peut-être pas 10 ans, ouais. C'est presque 10 ans, il a vu React avec toutes ses versions, il a vu toutes les modes passer.
peut-être que cette personne-là, c'est la personne qui a le premier commentaire. Au début, on avait une effervescence. Ensuite, on a eu des cycles itératifs où on rajoute des features basées sur les pain points, etc., sur les besoins du moment. Et en fait, quand on fait la photographie 10 ans après, parce que si on prend React, ça a 10 ans à peu près, quand on voit là où on arrive aujourd'hui, je pense que c'est peut-être ça aussi qui est retraduit par les graphiques. C'est OK, on a eu ce fonctionnement itératif, mais là où on arrive, là où on découle de tout ce processus-là, c'est peut-être pas une situation si idéale que ça. Tu vois, moi je me posais justement cette réflexion-là. Des fois, je me dis que les frameworks front, ils sont partis trop loin dans ce qu'on fait. Et j'essaye de voir l'écart que j'ai entre ce que je dois faire en termes conceptuels et ce que je dois faire en termes techniques. La plupart du temps, ce que j'attends d'un front, ou en tout cas d'un framework front-end, c'est j'ai de la donnée accessible quelque part et je veux faire du HTML qui sera dynamique. C'est-à-dire qu'avec de l'interaction utilisateur, etc., il y a une partie templating pour l'affichage et puis après une partie interaction pour, du coup, modifier des bouts de HTML, recharger des pages, naviguer, etc. Et quand je regarde cette approche conceptuelle, c'est-à-dire faire du templating HTML et ajouter de l'interaction, par rapport à tout ce que je dois faire aujourd'hui quand je fais un front, c'est pas si simple que ça, et ça me fait faire plein de choses en plus qui apportent leur lot de problèmes, notamment on est quasiment obligé de dupliquer l'état avec notre backend, quoi. Bien sûr, ouais. Notre backend a un état, a des données, et nous on va récupérer l'API, et en fait on va tout garder côté front pour ne pas rejouer certaines choses. Mais du coup, si vous avez déjà fait un peu de progiciel ou même dans tous les cas, vous avez des règles métiers dans le cas des progiciels, ou autrement juste des comportements que vous voulez garder. Et en fait, ce comportement, il est implémenté côté front, il est implémenté côté back. Et puis, des fois, il y a des morceaux du comportement qui est implémenté côté front avec un contrôle supplémentaire côté back, parce que le front n'a pas assez d'informations pour faire le contrôle complet, mais on lui demande quand même d'en faire une partie. Et en fait, on arrive à des complexités folles. On se pose la question de j'ai tellement de logique à traiter que peut-être que ce serait plus intéressant que je fasse tout côté serveur et qu'au lieu de véhiculer de la donnée sous forme JSON le plus souvent, je fasse véhiculer directement des bouts de HTML. Et la question en vrai se pose. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toutes nos SPA, etc. Mais quand on commence à se dire, tiens, j'ai fait une appli Next avec rendu serveur, rendu client, pré-rendu serveur, génération statique, et que dans ces pages-là, je vais avoir des composants client-side qui vont faire use client au début, etc., qui vont utiliser des composants qui sont des serveurs components, donc qui sont pré-générés à la compilation, qui vont réutiliser des clients, etc. En fait, là, on se rend compte qu'on est en train de faire un schmilblick vraiment ingérable, quoi. Je ne sais pas si tu as déjà débugué des applications Next.js, mais dès que tu commences à avoir des modes de rendu différents, ça devient une purge. Hein. C'est difficile. Ouais, alors j'ai pas forcément débugué, mais par contre, rien que les différents modes de rendu, c'est très facile de s'y perdre. Mais parce que derrière, évidemment, les techniques qui sont apportées sont compliquées. Je veux dire, résoudre, par exemple, toutes les problématiques d'hydratation, de résoudre l'état entre le serveur et le client, etc., c'est pas quelque chose de simple. Mais en attendant, voilà, quand je disais au début, on regarde où est-ce qu'on était au début, l'effervescence et tout ça, les SPA, ah ouais, c'est génial. En vrai, moi, en 2015, j'étais convaincu. Hein. C'était génial, beaucoup d'interactions, pas besoin de recharger des pages. En plus, des fois, on avait des serveurs web qui pondaient une page en 3 secondes. Là, on arrivait, tiens, j'ai juste un tout petit bout à changer, j'ai pas besoin de recharger la page, c'est hyper rapide, c'est génial. Et on fait toutes les étapes depuis une dizaine d'années, et là en fait on arrive dans une situation où on a de l'hydration, on a les différents modes de rendu, on a des composants rendus serveur, composants rendus client, et puis on a du pré-rendu et puis du rendu partiel, parce que on a tapé sur Next.js, mais Angular c'est pareil, hein. On aime bien Angular, mais les blocs defer
dans lesquels on va faire du pré-rendu côté serveur d'une partie, et puis le reste, on va faire un chargement asynchrone au bout de 200 millisecondes d'un autre élément, etc. C'est le même niveau de complexité, et voilà. Hein. Et du coup, quand on arrive par rapport à tout ça, ben en fait, les technos, je trouve, elles ont ajouté pas mal de complexité. Et moi, je me pose la question de est-ce que cette complexité, elle vient pas d'une erreur de casting à la base ? On a pas mal digressé, mais moi, je trouve, tu vois, c'est quand je vois tous les graphiques et tout, je me dis, c'est pas si déconnant que ça que ce soit plutôt à la baisse en termes de hype, en termes d'engouement et tout ça, parce que moi, je trouve ça un peu plus morose, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait des joujoux, c'était super cool, et maintenant, on a des trucs ultra complexes. Et des fois, on a certains bugs, je m'amuse pas. Peut-être que nous, on vient aussi d'une génération de devs qui... JavaScript, c'était du hack. Hein. On en fait encore un peu, mais c'était moins structuré, nettement moins structuré qu'aujourd'hui. Et on vient aussi, on vient de cette époque-là où on pouvait faire tout et n'importe quoi, mais on prenait plaisir à faire des choses et comprendre comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, tu as un dev qui débarque sur le marché du travail. Ils vont prendre ce qui a le plus d'emplois, ce qui marche le mieux, ce qui va le faire taffer plus vite. Et demain, combien de sociétés, même combien de startups prennent Next.js basé sur React pour pouvoir lancer leurs produits. Donc si une personne connaît React mais connaît pas le JavaScript, connaît Next mais connaît pas les autres modes de rendu et comment fonctionne un navigateur et le web en général, eh bien tu te retrouves avec des personnes qui, avec un seul outil, essaient de résoudre tous les problèmes. Ouais. Et peut-être qu'on a justement, ce que tu parles de cette espèce de cercle un peu vicieux qu'on a on fait les modes de rendu, c'est pas assez complet, on va en faire d'autres, ça ressemble en fait à nos frameworks, à des langages serveurs comme PHP, avec du templating de PHP, tiens, ça y ressemble, tiens, on fait des composants côté serveur, attends, ça ressemble à des pages qui sont rebalancées par du PHP. En fait, on réinvente la roue, tout simplement, parce qu'on n'adresse peut-être pas les mêmes problèmes, et puis il y a le côté mode année par année. Et en final, là, on retourne un petit peu au débat il y a 10 ans, c'est-à-dire, alors attends, on fait tout ça pourquoi en fait ? On veut juste renvoyer du HTML et que ça soit simple ? Ok, regardez, HTMX fait ça. Mais... Et c'est là où il y a un truc qui est intéressant, et on va essayer de finir sur les frameworks front-end avec ça, c'est que quand on va tout en bas de la page, une fois qu'on a vu justement chaque graphique qui aime pas, on a un espèce, alors je ne connais pas le nom de ce diagramme, mais en fait il y a 4 zones dans ce diagramme-là. Si on va vers la gauche, c'est les opinions négatives. Si on va vers la droite, c'est les opinions positives. Si on va vers le haut, c'est j'ai utilisé. Si je vais vers le bas, c'est je n'ai jamais utilisé. Et donc on peut voir, par exemple, que React, au tout départ, c'était la lib framework qui était la plus utilisée. Au fur et à mesure des années, en fait, les opinions positives diminuent. Là où c'est assez marrant, c'est qu'Angular part de très très bas. Je n'ai pas utilisé. Et il y avait aussi l'amalgame AngularJS. Donc du coup, comme c'est deux frameworks différents, les personnes qui ne connaissent pas vraiment, des fois mélanger le truc, a fait une espèce de virage sur opinion négative. Et là, il est en train de revenir tout doucement dans le j'utilise et une opinion positive. Et ça, c'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, on avait l'event Angular Renaissance. Je crois que c'était à partir d'Angular 16, si je me trompe pas, où il y a eu un rebrand. Il y a eu aussi une ouverture sur comment on doit utiliser le côté réactif du framework, l'introduction des signaux, par exemple. Là, je parle sur Angular. Mais on voit également que, par exemple, Vue.js, qui est en deuxième position, est passé de not used à j'ai utilisé et opinion très positive. Ça bouge pas en apparence. Par contre, les personnes peut-être changent aussi de bord, changent de framework, voient un petit peu plus comment ça se passe à côté. Ouais, et puis je pense aussi un des phénomènes qui est intéressant, c'est que sur certains sujets, j'ai l'impression que les gens ont la mémoire courte, ou alors oui, ça c'est vrai. Ça veut dire aussi peut-être qu'au niveau de la population, c'est pas forcément les mêmes personnes qui l'ont utilisé. C'est quand on regarde par exemple Webpack, où c'est la dégringolade. Est-ce que Webpack, il y a une opinion négative aujourd'hui, en majorité, si je suis le graphique, c'est parce que l'outil est moins bien ? Ou alors, est-ce que c'est parce que en fait, l'outil il est toujours aussi bien, mais on fait mieux aujourd'hui ? Excellente question. Tu vois, on l'a remplacé, et on l'a remplacé avec du Vite, qui est beaucoup plus pratique, et qui est aussi est basé sur des comment ça s'appelle,
des nouvelles conventions, les nouvelles compates et tout ça. Webpack, il trimballe le fardeau du monde sur lui. Hein. Ça fait des années qu'il nous accompagne et il nous a bien servi pendant très longtemps. Et donc, tu vois, là, aujourd'hui, 2023 et 2024, c'est une opinion plutôt négative que positive. Alors que, si je regarde bien, en 2017, c'était le truc le plus apprécié. Bien sûr. Des bundlers. En 2017, il y avait No Match. Tout le monde voulait faire du Webpack et tout le monde était très content d'en faire. Et donc, comment tu passes du bundler le plus connu et le plus apprécié à un bundler où l'avis est plus négatif que positif, c'est quand même bizarre. Ils ne sont pas quand même tiré une balle dans le pied, je pense pas. Et en fait, quand on regarde Webpack, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas évolué dans le mauvais sens, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est que ça n'a juste pas bougé. Mais c'est intéressant de voir ces changements-là. Et ouais, en tout cas, pour conclure juste sur cette partie-là, on fait le procès un peu de tout ça, mais on a un procès qui est aussi facile parce qu'on ne parle pas d'autres problématiques annexes qui sont aussi à prendre en compte, qui sont les problématiques de staffing. Si on a autant d'applis React, c'est parce que on a des gens qui veulent faire du React, mais en même temps, React, c'est premier dans les GitHub Stars, c'est la technologie la plus utilisée, etc. Et donc, du coup, si c'est la plus utilisée, quand quelqu'un va démarrer, commence par le plus utilisé. Donc, il y a un petit serpent qui se mord la queue sur le staffing. Donc, trouver quelqu'un qui veut faire autre chose que du React, c'est pas si facile que ça. Et en plus de ça, il y a aussi le business. Va convaincre un CTO qu'on va démarrer sur petite lib JavaScript là, qui a 150 stars sur GitHub, voire moins, qui est maintenu par 3 Gus, etc. Et là, donc c'est pour ça, nous, évidemment, on fait un peu le procès de tout ça parce que c'est ce qu'on nous donne aussi comme information avec State of JS. Mais derrière, inverser la tendance, c'est vraiment pas aussi facile. Nous voici à la fin de ce podcast, Denis. Est-ce que ça va toujours ? Ouais, ça va plutôt pas mal, mais peut-être que j'ai un petit bémol par rapport à ce State of JS. Pas une frustration forte, mais je me dis qu'il y a certaines années, le State of JS m'avait permis de découvrir des choses et de découvrir de bons outils, des choses qui étaient en train de démarrer et de bien s'en sortir, et donc qui m'avaient donné envie d'essayer. Et tu vois, je pense notamment à une petite contre-perf, par exemple. Est-ce que tu as entendu parler de Biome.js ? Oui, tu en as parlé dans un des podcasts précédents. Ah oui. Et du coup, l'objectif de Biome, c'est de simplifier une partie du linting, donc toute la partie linter qu'on a au niveau du code, basée sur l'expérience, de la même manière que roll down fait mieux que roll up. L'idée de Biome, c'était de simplifier tout ça, simplifier du prettier, simplifier de l'ESLint. ESLint, on sait que nos configs elles peuvent être velues ces derniers temps parce qu'on a pas mal de règles, etc. L'année dernière, elle avait fait 2% d'usage et cette année, elle a fait 9%, donc c'est quand même en hausse de manière assez significative. Alors que pour autant, en fait, quand on regarde la visibilité de la techno, en fait, il y avait une personne sur 5 à peu près l'année dernière qui avait déjà entendu parler de la techno, et aujourd'hui, on était plus proche d'une personne sur 3. Donc, je veux dire, ça cible beaucoup plus de personnes. Beaucoup plus de personnes sont conscientes que cette technologie existe. Pour autant, en fait, elle ne suscite pas spécialement l'adoption. Donc ça fait contre-perf, surtout si je compare par exemple à Vite, où en fait ça a démarré, et puis très vite déjà ça a eu un fort attrait, et puis l'adoption elle a été massive, quoi. Première année, 28% des gens qui l'utilisaient, deuxième année 48%, troisième année 73%, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé de 1/4, 50% et 3/4 en 3 ans, quoi. Moi, je m'attendais à ce que ça récolte un peu plus d'adoption, et au final, on va rester avec nos prettiers et nos ESLint, je pense, pendant quelques années encore. J'ai pas eu trop de découvertes dans ce State of JS. Là, j'ai l'impression que non, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas pour toi. Écoute, je te rejoins sur ça, et je serai encore plus pessimiste par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, j'étais en mode zéro hype. J'ai zéro surprise.
à la fois dans les tendances et dans les réactions des gens. Mais sinon, effectivement, je prenais à chaque fois aussi State of JS, en tout cas les graphes, des choses qui émergeaient, voir l'utilisation, les avis de certains, pour pouvoir tester et voir un petit peu ce qui se passait. C'est un peu comme ça que moi j'ai eu de l'intérêt sur Qwik, quand c'est sorti par exemple, ou bien quand j'ai vu que SolidJS existait et à quoi ça correspondait. Là aujourd'hui, il y a zéro hype, il n'y a rien qui bouge, excepté vitesse et ce qui se passe sous le capot. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner State of JS 2025, mais j'irai peut-être pas forcément y regarder tout de suite quand ça sortira. En exclu, on vous dévoile le sujet du prochain podcast qui sera sur ES 2024. On parlera pas de toutes les features ou les nouveautés, mais en tout cas, il y en a 6 ou 7 qui sont super intéressantes cette année et que vous devriez bientôt utiliser. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et maintenant sur YouTube, bien sûr. Et c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. On dit à la prochaine alors. Et à la prochaine. Salut. Salut.